Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons, dans le cadre de la préparation à l'examen d'agents de joueurs FFF, nous allons parler du fonctionnement d'une association. Alors, il faut savoir que le droit des associations est régi par la loi 1901. D'accord ? C'est une loi qui ne définit pas ou ne prévoit pas les instances dirigeantes ou administratives d'une association. Et donc, il y a une liberté qui est donnée aux associations pour organiser comme elles le doivent et comme elles le veulent l'organisation en fait d'une association et de nommer des instances particulières. D'accord. Il y a cependant certaines zones géographiques, notamment l'Alsace et la Moselle, qui, eux, ont une obligation sur la manière dont une association doit être gérée. Alors, ce que donne vraiment la loi 1901, c'est le fait qu'il y ait un fonctionnement démocratique, d'accord ? C'est-à-dire qu'il y a un système d'élection à l'intérieur des associations et ça permet en fait à chacun de pouvoir avoir sa place sur le plan démocratique dans les associations. Alors, généralement, dans une association, il y a un président, il y a un bureau, il y a un trésorier, il y a plusieurs instances dirigeantes. Il y a aussi le fait, et ça je vous demanderai de regarder dans le cours, la partie qui concerne l'Assemblée générale. D'accord, l'Assemblée générale est très importante. Pourquoi ? Parce que c'est justement l'expression même du fonctionnement démocratique de l'association. En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l'Assemblée générale. Je rappelle que les statuts, c'est un peu comme dans les sociétés, c'est le document qui formalise la manière dont l'association ou la personne morale va être gérée. D'accord ? On est généralement à une Assemblée générale par an. D'accord ? Et ce qui vous permet en fait de parler des différentes décisions qui sont importantes. J'en sais rien, moi par exemple, s'il y a un élément sur les décisions importantes, parce qu'il y a des décisions qui sont courantes, qui sont une assemblée générale, normale, et puis il y a l'assemblée générale extraordinaire, entre guillemets, où c'est des choses obligatoires qui doivent paraître. Alors, dans les choses normales qui sont faites rapidement, il y a la nomination et la révocation des dirigeants, il y a l'approbation ou le rejet des comptes, il y a également l'engagement d'une action en justice et bien sûr l'acquisition ou vente de biens mobiliers ou l'exclusion d'un membre. Ça, c'est l'Assemblée générale qui est plus ou moins classique. Ensuite, il y a la tenue d'une Assemblée générale qui est de manière obligatoire lorsque plusieurs éléments sont en cause dans le système de décision. Pour qu'une assemblée générale soit obligatoire, il faut qu'on parle de plusieurs choses. La demande de reconnaissance d'utilité publique, par exemple, c'est obligatoire. Satisfaire l'obligation de fonctionnement démocratique, obligatoire. Décider de devenir sur les biens en fait de l'association, c'est obligatoire. Et bien sûr, approuver les rapports des commissaires aux comptes. Il y a aussi, en termes de structure, il y a le conseil d'administration, qui est un élément qui est une autorité assez importante. Tout dépend aussi de la taille que vous avez. Il y a le bureau. Alors, une association n'est pas obligée de se doter d'un bureau, d'accord ? Cependant, lorsqu'il est mis en place, ce bureau, doit définir aussi un règlement intérieur qui indique la composition des membres du bureau. Et le bureau se compose généralement de différents types de personnes. C'est le cas notamment d'un président, éventuellement un ou plusieurs vice-présidents. C'est le cas aussi d'un secrétaire et éventuellement un secrétaire adjoint, un trésorier et éventuellement un trésorier adjoint. Le représentant légal, c'est le président. L'organe habilité à représenter l'association en tant que personne non morale reste le président, conformément en fait au statut. Le trésorier, lui, a bien sûr la fonction de gestionnaire des flux financiers l'association. Il est très important d'avoir cet aspect-là, c'est un élément que je demanderai de lire aussi.
qui est très essentiel dans votre compréhension du système de l'association. Je rappelle quand même que le droit des associations est intimement lié au droit du sport, car le droit du sport se sert du droit des associations. D'accord ? Il y a un élément qui est très important aussi, c'est la rémunération des dirigeants. Alors, bien sûr, une association a un but non lucratif, d'accord ? Cependant, elle peut avoir des employés et des salariés. Pour qu'une association soit non lucrative et exonérée par la force des choses d'impôts commerciaux, elle doit en principe être dirigée par des bénévoles. Une association est non lucrative si elle n'accorde pas d'avantages financiers à ses adhérents. Cependant, l'association peut rémunérer ses dirigeants sans remettre en cause son caractère non lucratif. Il y a deux modes de rémunération. Il y a le régime des 3/4 du SMIC, où si la moyenne des ressources annuelles des 3 derniers exercices dépasse 2 000 €, c'est le régime légal. Alors, la question c'est, qui peut être rémunéré dans le cadre d'une association ? Seules les personnes désignées par les statuts pour diriger l'association, c'est-à-dire les membres du conseil d'administration, du bureau ou de l'instance qui en tient lieu, peuvent être rémunérés, d'où l'importance des statuts. La rémunération comprend le versement de sommes d'argent ou l'attribution de tout avantage. Ainsi, la rémunération comprend plusieurs éléments. Dans ces éléments, on peut trouver la rémunération versée en contrepartie de l'exercice de la fonction de dirigeant. On peut aussi y trouver la rémunération ou les rémunérations ponctuelles pour une mission bien précise, un avantage en nature, des cadeaux, remboursement forfaitaire de frais, bien sûr les frais, d'accord ? Les remboursements de frais engagés réels, voilà, ça c'est un élément important. Une association dont la moyenne annuelle des ressources sur les 3 exercices est au moins égale à 200 000 € peut rémunérer un ou plusieurs dirigeants au-delà des 3/4 du SMIC. D'accord ? J'entends ici le SMIC, c'est le salaire interprofessionnel de croissance, si bien sûr les 3 conditions importantes sont remplies. La première condition est que il y ait une délibération qui en a décidé à la majorité des 3/4 des membres, que les statuts et ses conditions de fonctionnement s'assurent de sa transparence financière, l'élection démocratique et périodique de ses dirigeants, le contrôle de sa gestion par ses membres, et le troisième point, la troisième condition, le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant est indiqué dans une annexe au compte de l'association. Il faut aussi comprendre que les subventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne des ressources annuelles. Donc vous mettez les subventions à part. Je rappelle qu'une association peut demander des subventions. D'accord ? La rémunération n'est possible qu'à partir de la 4e année d'existence de l'association. Le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés est limité. D'accord ? Alors cette limitation dépend effectivement des ressources annuelles. Un dirigeant, si les ressources sont comprises entre 200 et 500 000 €, donc un dirigeant rémunéré. Vous pouvez rémunérer 2 dirigeants si les ressources sont comprises entre 500 000 et 1 million €. Et vous pouvez rémunérer 3 dirigeants si les ressources sont comprises, sont au-delà de 1 million €. La rémunération de chaque dirigeant doit être proportionnée au travail fourni, bien sûr, doit être justifiée. Elle ne peut pas dépasser 10 284 € par mois. Ça, c'est un élément important, qu'il y a un salary cap, mine de rien, en ce qui concerne la rémunération des dirigeants. Si une même personne, ce qui peut arriver, est dirigeante dans plusieurs associations, toutes ces rémunérations sont prises en compte pour apprécier la somme de 10 284 €. On parle ici d'un plafond. C'est très important de prendre ça en compte.
Les rémunérations d'un dirigeant d'association sont imposables sur le revenu dans les mêmes conditions qu'un salaire. En gros, que vous soyez salarié de l'association ou pas, vous avez le même système d'imposition. D'accord ? Il faut aussi savoir que, en tant que dirigeant, représentant d'une association, on a ce qu'on appelle le congé de représentation. Si vous êtes salarié ou agent public et que vous êtes désigné en tant que représentant d'une association ou d'une mutuelle par exemple, vous pouvez bénéficier sous condition d'un congé dit de congé de représentation pour siéger dans une instance à laquelle participe votre association. C'est le congé de représentation. Il peut s'agir d'une instance, on va dire, établie auprès d'une autorité de l'État ou d'une collectivité territoriale. D'accord ? Alors, ce qui est très important, c'est la durée. La durée du congé de représentation est de 9 jours maximum par année. Il peut s'agir des instances qui sont multiples et diverses. Le Conseil national de l'habitat, la Commission nationale de concertation, le Conseil départemental de l'habitat, etc., etc. D'accord ? Bien sûr, il faut ce qu'on appellera un délai de prévenance. En principe, le délai dans lequel vous devez adresser votre demande de congé à votre employeur est également fixé dans une convention collective ou un accord collectif. Je rappelle qu'en droit du travail, nous avons vu les accords collectifs et en l'absence d'accord collectif, vous devez adresser une demande à votre employeur au moins 15 jours avant le début du congé. D'accord ? Ça, c'est un élément assez important. Je demanderai de lire cette partie sur le droit des associations et, bien évidemment, dans cette partie-là, il y a aussi la condition relative au refus de l'employeur. Si votre employeur estime que votre absence peut perturber la bonne marche de l'entreprise, il a la possibilité de refuser votre congé auprès de votre congé qui a été demandé après consultation du comité social et économique, le CSE. Sa décision, bien sûr, doit être notifiée. Voilà. En termes de formalité, il y a une formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d'une personne dans les 4 jours suivant la réception de votre demande. D'accord ? Bien sûr, quand vous participez à ce congé de représentation, vous devez y produire un justificatif de participation. En ce qui concerne la rémunération, votre employeur peut décider de ne pas rémunérer les heures de congé ou de les rémunérer en partie ou en totalité. C'est un pouvoir discrétionnaire de votre employeur lorsque vous décidez de prendre ce congé-là. Voilà. Voici ce que je pourrais vous dire. Je vous demanderai de continuer de lire entièrement la partie sur le droit des associations. C'est à peu près, je crois que on est à 25 pages ou quelque chose comme ça. C'est pas long. Et une vidéo va suivre après.